Bonsoir à toutes et à tous. Au cœur d'une ère marquée par des bouleversements géopolitiques majeurs et une crise mondiale persistante, les pays non alignés se sont réunis le week-end dernier à Kampala en Ouganda, donnant ainsi le coup d'envoi à une série de discussions cruciales sur l'avenir du Sud global. Cette rencontre empreinte de défis complexes et de mutations rapides s'inscrit dans un contexte où l'influence traditionnelle de l'Occident connaît un déclin, laissant place à de nouvelles dynamiques au sein desquelles les pays du Sud cherchent à redéfinir leur positionnement stratégique. L'effervescence diplomatique à Kampala ne constitue qu'un des nombreux éléments d'une trame plus vaste qui s'étend jusqu'au sommet de la Chine plus G77. Dans un monde où les équilibres géoéconomiques et géopolitiques sont en constante évolution, ce sommet revêt une importance particulière. Il réunit la Chine, une puissance ascendante, avec le G77, groupe de 135 pays en développement, illustrant ainsi la quête des acteurs du Sud global pour une réorganisation des relations internationales. Et c'est de cela dont il s'agira aujourd'hui dans notre émission. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau M. Bouchalfa Mazid. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur et spécialiste des questions historiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous avons également Kamel Mounsari, bonsoir, spécialiste des questions internationales et consultant de la chaîne. Merci d'être avec nous ce soir. Mohamed Achir, expert économique, consultant de Canal Algérie également. Merci d'être avec nous également sur ce plateau. Nous avons également avec nous M. Majid Naama, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert politique et directeur de magazine Africasie. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Majid Naama. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de revenir sur les points forts du sommet du mouvement des non-alignés tenu à Kampala en début de week-end dernier. Et on revient pour le débat. Les travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés organisé dans la capitale ougandaise, Kampala, ont pris fin en ligne de mire l'adoption du communiqué final du sommet et la déclaration de Kampala dans lesquelles les participants ont réitéré leur attachement au principe du MNA, deuxième plus grande organisation internationale après les Nations Unies. Dans les documents finaux, les participants ont salué le rôle du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de coordonnateur de l'Union africaine en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ils se sont également félicités de l'initiative du président Tebboune relative à la création d'un fonds africain spécial dédié aux catastrophes dues au changement climatique. Face au contexte géopolitique actuel, les membres du MNA ont réitéré les positions inébranlables et les principes fondateurs du mouvement sur lesquels avait insisté le président de la République dans son allocution, lue en son nom par le Premier ministre Nadel Arbaoui. Dans les résolutions, les pays non alignés ont mis en avant leur soutien aux causes justes, en tête les causes sahraouies et palestiniennes. Concernant la cause palestinienne, les membres de cette organisation internationale ont appelé à l'unanimité à intensifier les efforts pour que l'État de Palestine obtienne la qualité de membre à part entière aux Nations Unies. Une revendication pour laquelle le président de la République n'a eu de cesse de plaider. Les participants ont également condamné l'agression sioniste incessante contre le peuple palestinien, appelant à une action urgente pour faire cesser les massacres et le déplacement forcé des Palestiniens, tout en assurant l'acheminement des aides humanitaires vers la bande de Gaza. Ce sommet a été également l'occasion d'approfondir la coopération pour une prospérité mondiale partagée et un monde juste et multipolaire. Alors, pour comprendre l'évolution de ce mouvement, et s'il y a eu évolution, on posera en tout cas la question. Il faut comprendre d'abord dans quel contexte s'est formé le mouvement des non-alignés, Monsieur Amazit. Disons que le projet était dans les tuyaux dès après la Seconde Guerre mondiale, dès après le retour à la paix, entre guillemets. Des pays se sont consultés, particulièrement dans le sous-continent indien, le Pakistan. Juste après le partage l'indépendance de l'Inde et le partage de l'ancienne colonie britannique. Donc, ils ont commencé à se consulter. Il y a eu un sommet très restreint à Colombo, au départ, au Sri Lanka. L'idée était, alors que se construisait l'OTAN, que se construisait de l'autre côté aussi le pacte de Varsovie, il y avait cette idée des pays, c'était pas encore le non-alignement, c'était pas encore évoqué. C'était essayer de constituer une force, donner de la voix aux sans-voix.
les indépendances africaines particulièrement n'étaient pas encore, s'étaient pas encore concrétisées. Donc il fallait aider tout ce mouvement-là. Ce n'est qu'à Bandung, par la suite, en 1955, que les pays afro-asiatiques se sont réunis. Ils se sont réunis avec cette idée d'aider les pays qui se battaient pour leur indépendance, qui avaient engagé un combat politique ou, comme l'Algérie, un combat militaire, c'est-à-dire sur le terrain. Et ils avaient donc essayé, c'était pas une aide, c'était pas encore, tout était flou encore. Essayer de trouver un dénominateur commun à tous ces pays qui ne se connaissaient pas très bien. On venait de sortir d'un conflit considérable, aux conséquences énormes, qui avait bouleversé les cartes, qui avait bouleversé toutes les stratégies qui prévalaient avant. Donc, le sommet de Bandung a réuni autour d'une idée, la décolonisation. Il a réuni tous ces pays, des pays qui n'étaient pas encore des puissances. Je pense à l'Inde, à la Chine, où ils étaient importants. C'est vrai qu'ils étaient très importants, ces pays. Mais ils ne pesaient pas sur la scène internationale. Ils ne pesaient pas sur la scène internationale. Et le tout dans une ambiance très lourde, oui, très froide, de cette guerre, de cette fameuse guerre froide. Et je voudrais insister sur une chose, c'est que, avant de revenir au soutien de la conférence au peuple nord-africain, en fait, c'était aussi bien le Maroc que l'Algérie et la Tunisie qui avaient engagé leur combat pour la décolonisation. Mais un combat qui était animé à l'époque, davantage animé surtout par l'Algérie. Les pays voisins étaient en voie de s'émanciper du protectorat, des protectorats français, du protectorat français sur la Tunisie et le Maroc. Et l'Algérie avait engagé un combat qui suscitait beaucoup de questions. D'abord, comment est-ce que ce peuple démuni, qui n'avait presque rien, comment est-ce qu'il va faire pour affronter la 4e puissance militaire mondiale? Et cette admiration a suscité beaucoup d'intérêt et on a cherché à savoir ce qui se passait réellement. Beaucoup, à l'époque, la propagande française, très puissante, disait que c'est Moscou, c'est le Caire, c'est les Américains, c'est des fanatiques, comme il disait, des fanatiques religieux. Donc ce sont des pays musulmans qui téléguidaient tout ça. Vous les discréditez. Donc le ton était donné pour l'Algérie de se démarquer de tout cela. Et pourtant, ce combat allait se dérouler en pleine guerre froide. Oui. Que les tiraillements, les opérations de charme, de séduction de tous ces pays avaient été engagées, mais jusqu'à 1962, jusqu'à la fin du combat, le Front de Libération Nationale a livré au peuple algérien un pays qui n'était engagé ni à l'Est, ni à l'Ouest, ni au Nord, ni au Sud. C'est quand même un exploit. C'est du non-alignement actif. C'est du non-alignement sur le terrain. Et ça a été un exploit. Et il était tout à fait naturel. Après Bandung, les encouragements qui ont été apportés. La diplomatie algérienne est née à Bandung, pratiquement. Elle est née, cette diplomatie offensive, cette diplomatie qui apporte quelque chose et qui ne dit pas, c'est-à-dire ce ne sont pas des discours, mais c'est du concret. Et cette diplomatie qui a forcé les portes des Nations Unies, c'est cette lutte qui a fait qu'on a voté la résolution 1514. Ce n'est qu'après ce combat. Finalement, le mouvement des non-alignés
a réussi à donner une voix aux sans-voix, du moins à l'époque. À tous ces sans-voix. Oui. Disons que la conférence, c'est-à-dire que la conférence c'était pas des pays non alignés, mais la conférence afro-asiatique de Bandung. Le mouvement non aligné est né à Belgrade en 61. C'est à Belgrade qu'est né ce mouvement. Et la conférence qui devait se dérouler à Alger en 1965, qui n'a pas eu lieu, c'était la deuxième conférence afro-asiatique, la suite de Bandung. Oui. La deuxième conférence des non-alignés s'est déroulée, je crois que c'était au Caire, que ça s'était déroulé en 66 ou 67. Monsieur Majid Nama, vous avez entendu à l'instant qu'on est revenu sur l'histoire de la création de ce mouvement et de cette solidarité que les pays du Sud, qu'on appelle aujourd'hui du Sud, ont créé à l'époque en 61 pour essayer de s'imposer dans un contexte de guerre froide. Quel poids pesait-il à l'époque ? Écoutez, à l'époque, quand même, l'Inde venait d'avoir son indépendance, mais elle a été coupée en deux. Le Pakistan et l'Inde. Il y avait quand même le parti du Congrès qui était loin de l'idéologie raciste et chauvine qu'on voit actuellement en Inde. Et la Chine, à l'époque aussi, n'était même pas membre de l'ONU. Elle était représentée par Formose, la petite île de ce qu'on appelle actuellement Taïwan. Et les grands pays du Sud, une bonne partie des pays du Sud étaient encore sous la colonisation. Donc c'était un mouvement qui a constitué quand même une grande gifle à l'ordre né de Yalta, c'est-à-dire de se partager les influences, l'influence le monde entre le bloc soviétique et le bloc occidental. Donc c'était le premier message de Bandung, c'était ça, c'est le refus des blocs, l'indépendance des pays, la décolonisation, le refus de l'apartheid, de la ségrégation raciale, etc. Et surtout la coopération économique entre les pays du Sud. Mais à l'époque, comme vient de le signaler votre interlocuteur, c'est à l'époque la conférence de Bandung, qui était la conférence de l'Asie et de l'Afrique, il n'y avait pas beaucoup d'Amérique latine, ou pas du tout. Le seul pays européen qui était présent, c'était la Yougoslavie, qui malheureusement actuellement a disparu de la scène, a été décomposée après, partitionnée après la chute de l'Union soviétique en 1991. Donc voilà, mais ça a donné lieu à des conférences ultérieures. C'était la vraie naissance du non-alignement, c'était en 1961 en Yougoslavie, et c'était le départ d'une coloration qui refuse carrément les blocs. Par exemple, à Bandung, il y avait des pays qui appartenaient au pacte de Varsovie et à l'OTAN. Ce n'était plus le cas en Yougoslavie. Donc ça a pris une tournure progressiste, qui ont insisté sur l'affrontement contre l'Occident colonial et impérialiste. Et l'Algérie a été représentée alors qu'elle était à Bandung. Elle était au début de sa révolution, elle était quand même représentée par une délégation du FLN. Et comme il l'a bien dit, c'était qui a fait les premières armes, les premiers fondements de la diplomatie algérienne. Et quand même, l'Algérie n'était pas encore un pays indépendant, mais elle avait son mot à dire à la conférence de Bandung. En 1961, c'était le gouvernement provisoire qui a représenté l'Algérie.
Et puis, il faut aussi, il y a un tournant après Bandung, c'était 1973. L'Algérie a accueilli le sommet des non-alignés, où l'accent a été mis surtout sur la nécessité d'un nouvel ordre mondial économique. Oui. Voilà. Donc, l'Algérie se trouve bien dans ces gènes, dans ce genre d'organisation qui refuse les blocs, qui est pour la liberté des peuples, pour la décolonisation et pour une justice économique entre les pays du Sud. Merci, et qui doivent avoir... Merci, Monsieur Nama. Alors, on a compris, on refusait de s'aligner sur l'un des deux blocs, donc à l'époque de la guerre froide. Mais aujourd'hui, on remarque une fragmentation internationale très forte. Est-ce que cela ne donne pas, et des voies plurielles qui s'ouvrent, est-ce que cela ne donne pas une plus forte marge de manœuvre à ces pays du Sud? Justement, la vocation des pères fondateurs de l'union était justement d'arriver à une voie plurielle, différente de celle qui était imposée, que ce soit Tito ou Nehru, Nkrumah, Nasser et Sukarno, les 5 véritables acteurs qui ont lancé le non-alignement 61 réellement à Belgrade, étaient justement d'aller vers une voie différente. Pourquoi? Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu comment le monde a été divisé après l'accord de Yalta, et que d'un côté, les Américains avaient lancé le plan Marshall pour l'Europe, c'est-à-dire que le monde était en plein désordre et en plein cataclysme, il fallait le reconstruire, mais il s'était en train d'être reconstruit aux dépens des pays africains dont les richesses venaient pour reconstruire l'Afrique. Il fallait continuer à piller les richesses africaines et encore maintenir le colonialisme. Donc il fallait trouver une voie, d'abord parce que la question de la décolonisation était pressante, parce que la réalité du monde, que ce soit en Afrique notamment ou en Asie, la question de la colonisation s'est posée avec acuité, sinon le mouvement ne pouvait pas se développer ou trouver des alliances, encore moins trouver un ancrage. Donc, il fallait justement aller vers militer pour la décolonisation. Ouais. C'est la souveraineté des États qui fait partie on peut de la charte. C'est-à-dire que parce qu'il y avait aussi, donc il faut ne pas oublier qu'il y avait d'une part, que ce soit l'URSS ou les États-Unis, avaient entamé une politique de polarisation pour attirer les acquis ou bien les adhérents ou les alliances à leur stratégie, que ce soit à travers l'OTAN ou les autres organisations nées à partir de 1945, ou à travers le Comecon qui pratiquement servait d'assiette et d'assise pour l'Union soviétique. Ceci d'un côté. Donc, la question de la polarisation est toujours d'actualité. Oui. Donc, on revient au même schéma, c'est-à-dire les revendications sont encore les mêmes. 70 ans plus tard. Donc, ce combat continue. On voit avec la naissance des blocs qui se développent parce qu'aujourd'hui, le monde est dans une situation de chaos, on le sait. Donc, et ça s'est justement manifesté avec ce qui se produit aujourd'hui en Ukraine et en Palestine, où il y a un ordre. Et d'un autre côté, il y a des pays émergents qui veulent revenir qui veulent remettre en cause cette réalité. C'est pour ça que lorsqu'on parle du sommet de 73 et de la nécessité d'aller vers un ordre mondial. On a vu comment le président Houari Boumediene est allé à l'ONU pour justement faire en sorte à ce qu'on ne peut pas. Il a dit une phrase: vous ne pouvez pas faire l'avenir sans nous, les gens du Sud. Il n'y a pas d'avenir dans ce monde s'il n'y a pas. D'abord, il a milité pour une coopération, certes Nord-Sud, mais aussi Sud-Sud. Ces deux-là est né à plus tard la question, le concept du Sud global. Donc, on est toujours dans cette réalité, celle qui fait que le monde est polarisé. Nous n'en sommes plus dans un monde unique tel qu'il a été après justement la chute de l'Union soviétique, qui s'est accentué après les attentats du 11 septembre 2001 et qui aujourd'hui est remis en cause par l'émergence des États comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud et la Chine et la Russie aujourd'hui. Donc ces blocs-là remettent en cause. Ils ne le remettent pas simplement sur le plan politique, sur le plan économique. Et quand on dit le plan économique, on parle aussi du plan financier. Donc il y a tous ces ingrédients-là qui ont suscité, qui sont en train d'être en jeu et qui en même temps font que, y compris les États-Unis,
notamment parce qu'elle est face à un défi, celui qui remet en cause son hégémonie et qui remet en cause sa mainmise, notamment sur les questions, sur les institutions internationales telles que l'ONU. Oui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parle certes, comme on a entendu à Kampala, on parle certes d'une coopération, d'une relance de tous les projets qui ont été mis en avant depuis des années, mais non seulement cette question de coopération, mais de reconstitution du système mondial actuellement qui est favorable à l'Occident et qui pénalise non seulement les émergents, oui, mais les pays du Sud qui sont pratiquement condamnés à composer avec cruauté, qui leur est surtout fatal. Oui, qui est défavorable. Hein. On va revenir sur ce concept de Sud global avec vous, si vous permettez, Mohamed Achir. Il fait aujourd'hui, il ne met pas tout le monde d'accord aujourd'hui. On parle du Sud global, coopération Sud-Sud, mais au sein même de ce Sud global, il y a d'autres coopérations internes, d'autres intérêts. C'est en même temps assez tumultueux. Au même niveau. On peut aussi favoriser d'autres sommets régionaux, d'autres rencontres régionales, d'autres rencontres bilatérales. On n'est pas aujourd'hui... on parle de cette multipolarité qui est réellement existante au niveau du Sud également. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, le concept Sud global est loin d'être, c'est-à-dire consensuel en termes d'approche, d'analyse de ce qui se passe actuellement dans les relations politiques et économiques internationales. Vu justement un certain nombre de contradictions parfois qui sont relevées, qu'elles soient, c'est-à-dire conjoncturellement au niveau international. Et c'est pour cette raison qu'on préfère parfois de parler de plusieurs Suds, des Suds. Il y a plusieurs Suds parce que si on prend par exemple l'approche de coopération et de relations internationales de l'Inde est tout à fait différente de celle de la Chine par exemple, mais aussi un peu si on prend aussi parce qu'il ne faut pas imaginer que ce Sud global comme un bloc qui agit dans une démarche cohérente, unique, voilà, mais il y a plusieurs, d'ailleurs, même le non-alignement maintenant prend une autre aussi nouvelle conception. Quand on parle de l'Inde, on qualifie davantage maintenant sa politique étrangère de multi-alignement. Et donc il joue la carte des pays occidentaux, la carte des pays de l'Asie centrale, etc. Il est dans plusieurs formes de coopération régionale, qu'elles soient sécuritaires ou économiques. Et puis il est sur plusieurs projets économiques, comme le dernier projet qui a été lancé lors du G20 septembre 2023 sur une route, un corridor Inde. Donc Émirats et passe par donc Inde, Émirats, Israël, Europe. Donc par exemple, qui est un corridor conquérant aux nouvelles routes de la soie de la Chine, alors que on retrouve aussi l'Inde qui est donc il y a en quelque sorte. Et si on prend aussi même après la politique bilatérale, parce que le multilatéral, donc c'est un peu, on les retrouve dans plusieurs espaces, mais dans la politique bilatérale de chaque pays, parlons surtout de ces grands pays émergents, donc on trouve une certaine concurrence, un peu parfois déloyale, au niveau du contrôle de certaines sources aussi de matières premières, comme l'Afrique. Donc il y a une concurrence entre plusieurs pays. Donc c'est pour cette raison que le non-alignement, je pense aujourd'hui, il est encore là, d'accord, mais il va prendre encore davantage des nouvelles formes, comme la lutte contre la pauvreté, les inégalités, l'injustice, la lutte contre aussi, ou bien revendiquer une représentation équitable des pays non alignés, surtout dans ou bien du groupe, ce qu'on appelait avant le groupe des 77. Parce que maintenant, en termes de nombre, c'est 77, donc 135 pays, donc une représentation équitable dans les institutions internationales, surtout des Nations Unies, le Conseil de sécurité, les institutions économiques internationales. Vous savez que, financières internationales, vous savez qu'aujourd'hui, si on prend un peu les 20 dernières années, les pays émergents et en voie de développement ont participé à 80% de la croissance économique mondiale.
ils ont également leur participation au PIB mondial était de 24% au début des années 80. Aujourd'hui, il est à plus de 40%. En termes de population, donc c'est la majorité de la population mondiale. Mais si on prend un peu leur niveau de représentativité au niveau du conseil d'administration du FMI, ou bien de la Banque mondiale, au niveau des institutions internationales, ou bien l'ONU et ses institutions spécialisées, donc on constate que ces pays-là ne représentent pas donc, assez d'espace de décision, ne participent pas à la décision. Et aujourd'hui aussi, ces pays donc, continuent en quelque sorte dans le même soubassement de la politique de non-alignement, mais avec justement cette revendication d'un monde multipolaire. Un monde, c'est parce que aujourd'hui, le monde unipolaire, surtout dominé par, il faut le dire, les États-Unis d'Amérique, constitue quand même, c'est-à-dire une sorte disons, c'est pas seulement la confrontation qui est évitée, mais il y a en quelque sorte ce qu'on appelle l'hégémonisme américain, qui sanctionne les pays, par exemple. Oui. Il y a les sanctions des pays, et il y a même aujourd'hui un enjeu très important qui est mené par les États-Unis d'Amérique dans le cadre même de la déglobalisation ou bien de la démondialisation, mais dans ce qu'on appelle c'est-à-dire la déglobalisation des chaînes de valeur industrielles et des chaînes de valeur d'approvisionnement. C'est-à-dire, il crée aujourd'hui des ruptures dans ces chaînes de valeur parce qu'il y a un raccourcissement des chaînes de valeur internationales qui ont été bien entendu donc lancées et perpétuée par des multinationales occidentales, mais aujourd'hui, il y a un autre mouvement, c'est des ruptures de ces chaînes de valeur. Et les ruptures des chaînes de valeur industrielles et d'approvisionnement va créer donc des situations de désinvestissement dans beaucoup de pays émergents et en voie de développement. Et cela est perçu comme, c'est-à-dire une réaction violente de la part des États-Unis et de l'Occident par rapport au monde émergent et en voie de développement. Donc c'est pour cette raison aujourd'hui, la Chine, qui est un acteur important, qui se positionne comme leader dans tous ces mouvements. Effectivement, il se positionne pour dire, voilà, le monde en voie de développement, les pays émergents et les actuels et en voie de développement étaient d'abord lésés depuis leur indépendance en les spécialisant dans une division internationale de travail dans les matières premières, ce qui a créé ce qu'on appelle les termes d'échange. Et d'ailleurs, la conférence qui a été des Nations Unies en 1994, l'Assemblée générale, à laquelle c'était l'initiative de l'Algérie. Donc, justement, l'un des objectifs de cette conférence, c'est de corriger les termes d'échange, cette inégalité dans les échanges. Et aujourd'hui, ça continue. Ça continue, en fait. Le même combat se poursuit un peu 63 ans plus tard, depuis le 61. Dans son discours, le président de la République avait souligné l'importance du renouvellement de l'engagement vers les principes fondateurs du mouvement des non-alignés, notamment la justice, le respect des engagements internationaux, la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la promotion du multilatéralisme. D'ailleurs, ce qui se passe à Gaza a été lourdement condamné par ces pays-là. Et depuis 2 ans, on parlait de la guerre en Ukraine. On a observé le retour de ces blocs comme durant la guerre froide. Est-ce que cela ne peut pas donner un second souffle à ce mouvement des non-alignés aujourd'hui, qui, si on va le dire, un peu essoufflé au fil des années, au fil de ces dernières années? Je pense que le mouvement des non-alignés lui-même peut se réformer. Il peut se réformer de l'intérieur. D'ailleurs, la volonté des pays qu'il compose, la diversité des pays qu'il compose, pousse justement à essayer de se réadapter aux données mondiales actuelles et nouvelles. Je crois qu'il y a deux verrous essentiels pour que les projets, ces grands projets économiques dont vient de parler notre ami, que ne peuvent être réalisés que s'il y a un apaisement de la vie politique mondiale. Or, on se rend compte qu'on est très loin de cela. Et deux conflits. Le conflit de la Palestine, qui n'est pas des moindres, et le conflit entre le conflit ukrainien en Europe, montrent quelles sont les limites, l'impact
l'impact de ces conflits sur les grands équilibres politiques mondiaux et le clivage qui a été amené par des prises de position, je ne dirais pas hâtives, mais qui étaient préparées, qui étaient de longue date et il fallait s'y attendre, du bloc euro-états-unien, je crois que ça devrait nous poser des questions sur la fragilité et les capacités de nuisance d'un certain nombre de pays. Il y a ceci comme verrou, l'apaisement du climat politique mondial. Et on est loin, comme vous le dites, de pouvoir atteindre... L'autre, c'est la nécessaire réforme de fond en comble des Nations Unies, du fonctionnement des Nations Unies et de l'utilité ou non du Conseil de sécurité. Mais ça bloque à ce niveau-là aussi par les puissances qui ont le veto, qui ne veulent pas de cette réforme. Alors comment, vous parliez à Haché d'une déclaration du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur les alternatives qu'offrent ces pays aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut qu'il y ait une plus grande cohérence entre ces pays du Sud. Certainement, parce qu'eux-mêmes font l'objet, et malheureusement, donc le non-alignement n'est pas tout à fait compact, encore moins aujourd'hui, il est lui-même fracturé sur le plan idéologique et les intérêts. Donc il y a beaucoup de pays qui, en dépit du fait qu'ils sont contre l'hégémonie américaine, l'hégémonie de l'Occident, restent tout de même dépendants de cet Occident, à travers les mécanismes imposés par l'Occident, notamment si on pense à Bretton Woods, au FMI, au Banque mondiale. Aujourd'hui, lorsqu'on a vu comment des pays qui avaient besoin d'aide pour relancer leur économie, c'est-à-dire le prêt qui ont été accordés à ces pays fragiles, l'argent qui a été accordé ou les prêts qui ont été accordés sont dépensés en Occident. Donc les pays qui sont donateurs ou qui prêteurs sont eux-mêmes deviennent le marché de ces pays-là, ce qui les fait rentrer dans un cycle infernal. Et nous avons eu l'expérience algérienne avec le plan d'ajustement structurel de 93 à 98 qui a vraiment débouché sur vraiment une débâcle économique et sociale surtout. Donc c'est au début du fait que ces pays là sont contre cette hégémonie, mais ils n'ont pas pour le moment les outils ou les moyens de faire pression, encore moins pour changer l'ordre des choses. Ça peut se faire, comme on voit aujourd'hui, avec l'initiative des BRICS, où il y a une création d'une banque, on remet en cause le SWIFT, on remet en cause le dollar, on remet en cause certains mécanismes financiers qui sont imposés, notamment, surtout le contrôle des matières premières. Toutes les matières premières dans le monde sont dollarisées. Les échanges des matières premières en énergie, en agriculture, se font dans les marchés à New York ou de Chicago. Donc il y a aussi cette réalité-là avec laquelle tous les pays non alignés ou du Sud composent. C'est pour cela que des initiatives comme le BRICS peuvent devenir une alternative, mais dont l'impact reste pour le moment minime. C'est vrai que la Chine et l'Inde sont deux grands marchés, donc ils composent la moitié de la population mondiale, mais ça reste que, en dépit du fait qu'il y a cette volonté de créer, de trouver des alternatives, on a lancé la banque des BRICS, justement pour aller vers créer une sorte de banque de développement qui va, surtout sur le plan financier, notamment sur les emprunts ou bien sur les investissements. Ça reste toujours quelque chose de positif pour des pays-là ou bien d'expérience. Parce que c'est vrai que les États-Unis ne sont plus ce qu'ils étaient. Les États-Unis hégémoniques n'est pas celle des années 70, encore moins celle des années 2000. Donc on voit de déclin. C'est le déclin, mais c'est pas un déclin immédiat, c'est un début. On remet déjà perte d'influence. Mais comme l'a dit Amazit, il faut réformer les institutions. Pour le moment, soit on se débarrasse de l'ONU, soit on la réforme, parce que c'est le seul cadre dans lequel les pays peuvent au moins régler leurs différends ou établir un ordre dans le monde. Mais cet ordre-là qui a été créé justement dans un contexte de guerre, où dont le principal objectif était l'établissement de la paix dans le monde, est aujourd'hui remis en cause par ceux-là même
qui l'ont créé, donc les États-Unis en premier. On voit comment... Ils sont à l'origine des conflits mondiaux. Ils se comportent avec, quand il s'agit des conflits comme le Proche-Orient ou bien en Ukraine. C'est une question qui reste cruciale et qui se pose pour les pays non alignés notamment. C'est vrai qu'on a vu comment ils ont réagi par rapport aux sanctions, au vote contre les sanctions des États-Unis contre la Russie, comment ils ont réagi dans la question palestinienne où tout le monde, 193 pays ont condamné l'agression au sein de l'Assemblée générale. Non, et puis il y avait déjà au sein du Conseil national le seul pays qui s'est dressé une seule voix. Donc on voit un petit peu que le mécanisme ne fonctionne plus. Donc il y a une nécessité d'aller vers réformer l'ONU. Mais cette réforme ne peut pas se faire tant qu'on a ce système-là qu'un pays qui impose son dictat par la force. Les États-Unis n'imposent pas le handicap par l'économie seulement, mais par la force. C'est cela qu'aujourd'hui, qui est posé pour que ce soit les intellectuels, les experts et les penseurs sont en train de se pencher sur ce problème-là dont il faudrait trouver des solutions. Alors comment peuvent-ils, les pays du Sud, naviguer, M. Majid Nahma, dans ce paysage mondial en mutation, tout en préservant leurs intérêts économiques et en consolidant leur position sur la scène internationale? Écoutez, c'est simple, c'est-à-dire c'est le refus total, vraiment et catégorique de l'hégémonie, et surtout que cette hégémonie s'est gravement accentuée après la chute de l'Union soviétique, en 1991, au lieu que ça aboutisse à la fin des guerres, à une coexistence pacifique selon la charte de l'ONU, on a vu que l'Occident et surtout les États-Unis s'étaient imposés comme la seule puissance hégémonique dans les relations internationales, surtout aux Nations Unies, où le Conseil de sécurité de l'ONU est devenu une chambre d'enregistrement des volontés américaines. Maintenant, depuis 2008, puis le réveil de la Russie, et les choses ont commencé à changer. Et maintenant, l'Occident, il est sur le déclin pour des raisons économiques d'abord. Par exemple, la principale puissance occidentale, les États-Unis, c'est une puissance endettée. Sa dette est colossale. 34 000 milliards de dollars, et ce n'est couvert ni par l'or, ni par rien du tout. C'est une hégémonie, c'est un nouveau colonialisme. Et là, avec la montée de la Chine, avec la rébellion russe, il faut bien appeler ça, parce que non seulement la Russie avait dissous le pacte de Varsovie, et tous les membres des pays de la pacte de Varsovie ont rejoint l'OTAN. Maintenant, la Russie s'est sentie assiégée, donc d'où cette guerre en Ukraine qui a été provoquée plutôt par l'Occident. Et c'est une guerre, si l'on peut dire, qui est d'autodéfense de la Russie, qui était visée par des projets de partage. C'est-à-dire, on considérait en Occident que la Russie est un gros morceau avec 17 millions de kilomètres carrés, donc il faut la diviser en 7 États. Ça, c'est selon les plans du Pentagone et du département d'État. Donc, il faut refuser l'hégémonie, il faut développer les relations sud-sud, et c'était ça l'essentiel dans le discours du président Tebboune qui a été élu à Kampala. À mon avis, les États-Unis n'ont plus les moyens de contrôler le monde. Regardez par exemple le dollar qui constituait il y a 20 ans 90% des échanges dans le monde. Maintenant, il est à moins de 60%. Pourquoi? Parce que les États-Unis et maintenant aussi l'Europe utilisent leur monnaie comme une baïonnette, comme une arme pour imposer des sanctions, comme on l'a vu maintenant avec les sanctions contre la Russie, contre la Syrie, contre l'Irak avant, et ce sont des sanctions mortelles.
qui ont causé quand même la mort de 1,5 million d'Irakiens. Parce qu'on leur on leur interdisait tout. On a fini par avoir pétrole contre nourriture, mais c'était un euphémisme, c'était une façon de cacher le crime qui était en train de se commettre au nom du libéralisme et tout ça. Donc il y a beaucoup de projets. D'abord, pour sortir de ces relations qui sont déséquilibrées, d'abord il faut réformer le Conseil de sécurité. On le voit maintenant avec Gaza, une seule puissance qui dit non, qui empêche la prise de résolution appelant à un cessez-le-feu à Gaza. Vous voyez, contre l'humanité presque entière. Même l'Europe est maintenant divisée. Il n'y a que les États-Unis, pour des raisons électorales, pour des raisons internes, qui persistent à vouloir défendre les génocidaires israéliens à Gaza. Donc il y a quelque chose qui cloche. Ce système né sur les décombres de la Deuxième Guerre mondiale n'est plus efficace, n'est plus valable dans le monde actuel, qui doit être fondé sur le refus des blocs. Et en fait, il n'y a qu'un seul bloc, c'est le bloc occidental, et le refus de l'ingérence dans les affaires politiques, économiques, culturelles, sociétales des autres pays du monde. Donc c'est ça le nouveau sens du non-alignement. Donc le non-alignement reste valable, reste existentiel pour les autres pays qui sont non occidentaux, parce qu'il s'agit de leur souveraineté, de leur survie, de leur indépendance. Oui, merci. Alors, s'adressant devant l'Assemblée, le vice-premier ministre chinois Liu Guozhang avait déclaré que l'essor collectif des pays du Sud était inarrêtable, mais qu'ils doivent toujours faire face à l'impact de l'ancien ordre économique et politique international. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Il n'y a pas d'alternative encore qui soit présentée. Je vous propose de revenir sur les moments forts de la réunion de la Chine, du sommet du Sud, de la Chine plus G77, qui s'est tenu à Kampala cette semaine avec Amel Bouarba. Insuffler une nouvelle dynamique au partenariat entre les pays du Sud dans un monde de plus en plus compétitif, c'est le plaidoyer des participants au 3e sommet du groupe des 77 et de la Chine qui se tient à Kampala, en Ouganda. Sous le slogan « Ne laissez personne de côté », les interventions ont porté unanimement sur la nécessité de renforcer la résilience des pays du Sud face à la conjoncture économique internationale, appelant à une économie plus inclusive et équitable. Parmi les questions abordées lors de ce sommet, la mise en œuvre d'une réforme globale du système économique et financier mondial pour le rendre plus équitable et plus équilibré en corrigeant les dysfonctionnements résultant de la domination des pays riches sur les mécanismes de prise de décision politique, économique et financière. Il est question aussi de renforcer les relations et les échanges entre les pays du Sud, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement, du développement durable, du changement climatique, de l'éradication de la pauvreté et du développement de l'économie numérique. Face au contexte géopolitique actuel, les pays du Sud s'engagent à s'unir pour le renforcement des mécanismes d'intégration économique au moment où la contribution des pays en voie de développement au commerce mondial et aux investissements internationaux reste faible par rapport à leurs capacités. Voilà, on est en train de parler de ce mouvement des non-alignés qui reste l'organisation la plus importante, ou la plus grande plutôt, en termes de pays membres. Aujourd'hui, le MNA comprend actuellement 53 pays d'Afrique, 39 d'Asie, 26 d'Amérique latine et des Caraïbes et 2 d'Europe. Il comprend également bien sûr la Palestine et 17 autres pays observateurs et 10 organisations observatrices. Donc, s'il y avait aujourd'hui une plus grande cohérence, meilleure organisation, il pourrait peser de tout son poids face à la perte d'influence de l'Occident. Je crois que je vais revenir au sommet de 73 qui avait réuni un record de plus d'une centaine de chefs d'État et
des milliers de... Ça reste un sommet référence. C'est un sommet référence. Pourquoi? Parce qu'il s'est réellement ouvert. Il y a eu un clash à un moment entre le Libyen Kadhafi et le Cubain. C'est-à-dire que les Cubains ont voulu introduire ce qu'on appelait le non-alignement positif. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas juger de la même manière l'URSS et les États-Unis. Et Kadhafi a répliqué que c'était un mouvement non aligné, il doit le rester ainsi, etc. Et ça a été... C'est ce sommet, c'est le nombre, la qualité des participants qui ont donné ensuite, qui ont ouvert la voie aux fameuses propositions du président Boumedienne en 1974, lors de la fameuse Assemblée générale extraordinaire, où il avait parlé de ce nouvel ordre économique mondial, de la coopération Sud-Sud, de la coopération Nord-Sud, où il avait fait une évaluation et il avait tracé les perspectives. C'est un discours qui aujourd'hui est repris par des spécialistes, et pas seulement les historiens, mais par des économistes, qui sont en train de parler de cette vision qu'il avait de l'Algérie pour ce qu'allait devenir les relations Nord-Sud, mais aussi le mouvement des non-alignés. Ça a lancé, le mouvement est resté sur cette lancée par la suite, que ce soit à Delhi, que ce soit à Cuba, que ce soit à Harare. Les questions économiques ont dominé. Mais ce qui s'est passé, l'implosion de l'URSS par la suite, la chute du mur de Berlin et tout ce qu'on sait, a donné un coup d'arrêt, c'est-à-dire surpris, qu'allons-nous faire maintenant ? Qu'allons-nous faire? Et d'ailleurs, le mouvement a pataugé pendant quelques années. Il s'était réduit à des rencontres. Oui. C'était juste pour que le mouvement ne meure pas. Pas essoufflé, mais disons qu'il se cherchait. Il se cherchait dans les nouvelles données mondiales, stratégiques mondiales de l'époque, qu'elles soient économiques ou stratégiques, politiques ou autres. Est-ce qu'il est toujours possible aujourd'hui de faire vivre ce mouvement des non-alignés dans un monde où il nous est imposé presque de faire des choix? C'est ce qui est demandé, du moins, par les puissances occidentales. Ils attendent une réponse aujourd'hui. Les choix s'imposent aujourd'hui. Soit on reste sous la domination et l'hégémonie occidentale, soit on trouve une alternative. Donc c'est pour cela que on est en train de non seulement chercher des raccourcis ou bien des solutions aux problèmes économiques internes, mais ici, tous les États du Sud ou ceux qui sont dans le mouvement des non-alignés savent pertinemment que leur avenir, qu'il soit local ou externe, dépend d'une solidarité. C'est ce qui a été justement proposé. C'est ce qui a été justement, je peux rapport à Mazid parler du sommet d'Alger. Il y a aussi le sommet de 79, c'est à ce moment-là que la solidarité est devenue nécessaire. Parce que la solution aux problèmes économiques ne pouvait pas venir, que ce soit de l'Occident, on voit les conditions dans lesquelles se font. Mais on propose même ce nouveau concept de solidarité entre les pays du Sud. Absolument, donc c'est cela, le sommet de 79 à Havane a justement consacré le principe de la solidarité et de la coopération. C'est pour cela qu'on voyait des vagues de médecins, de coopérants, ou bien d'aides qui venaient pour la première fois de la Havane, et qu'il y avait des échanges qui se sont développés dans tous les plans, culturels, économiques, sportifs. Et donc, on voulait donner consistance à des principes qu'on voulait défendre, certes avec des moyens qui n'étaient pas aussi faramineux ou aussi importants que ceux que possède l'Occident, qui dominait, y compris dans tous les domaines, y compris sportifs. Et en ce moment-là, on revenait à l'idée qu'il fallait même créer des marchés d'échange. On avait parlé depuis longtemps, l'idée du marché arabe existe depuis longtemps, l'idée du marché africain existe longtemps. Aujourd'hui, si on a la ZLECAf, par exemple, elle constitue aujourd'hui une option, une sortie pour assurer non seulement le commerce et le développement, mais surtout pour éviter que ce soit l'Occident qui devient le seul et unique fournisseur ou pourvoyeur de matières premières ou bien de moyens de développement ou de technologie. Donc on est dans une logique où on essaye de trouver des parades et des solutions.
Parce que le monde aujourd'hui, tel qu'il est, tel que nous l'avons connu... Il impose le multi-alignement. Non seulement. Je pense que l'exemple de l'Inde est intéressant dans le sens où l'Inde, elle ne le fait pas parce qu'elle pense qu'il y a un non-alignement. Non, c'est l'intérêt national. C'est l'intérêt. Aujourd'hui, l'Inde qui a il y a eu trois guerres avec la Chine et qui a aujourd'hui est devenu un allié de la Chine. Ne l'empêche pas de coopérer. Et non seulement ça, mais d'aller vers des échanges commerciaux avec des monnaies locales, le roupie et le yuan. La même chose pour la Russie. Donc c'est cela. Donc l'Inde, si elle est alignée avec les Émirats, et même elle est aussi alignée dans un bloc sécuritaire qui englobe Israël, les États-Unis. Il y a plusieurs blocs, plusieurs groupes qui se forment. Non, c'est-à-dire que les pays qui étaient les pivots du non-alignement, maintenant la question des intérêts nationaux se pose. On ne peut pas croire qu'il faut être ami avec tout le monde en étant non aligné. Au contraire, on peut être non aligné, mais à priorité nationale, internationale prime. Je pense que l'exemple de l'Inde est très intéressant à observer, à analyser, dans le sens où l'Inde qui a des conflits, y compris avec de nombreux pays, la Chine aussi. La Chine, elle a des problèmes frontaliers avec tout le monde, avec l'Inde, avec les Philippines, avec l'Indonésie, le Singapour, et y compris le Japon et la Russie. Donc c'est un pays qui, en dépit des difficultés qu'il a, les conflits, essaie justement de tirer profit, de faire en sorte à ce qu'il devienne un pays sur lequel on peut compter sur le plan commercial et économique. C'est un peu apprendre à nager en eau trouble, et en gardant la tête hors de l'eau. Je voulais juste pour étayer ce qui vient d'être dit, c'était la mauvaise volonté des pays occidentaux qui ont voulu tenter si vous vous souvenez, dans les années 2000, du fameux NEPAD, c'est-à-dire essayer d'aider des pays africains, des projets régionaux, etc. Ça a été un échec. Non pas par la volonté, ce n'étaient pas les pays africains qui ont traîné des pieds, mais c'est lorsqu'ils sont arrivés à la concrétisation, c'est-à-dire au financement, on a voulu imposer des projets qui étaient fabriqués par eux et non pas des projets d'intérêt que les pays, les régions, les pays qui s'étaient, disons, ligués selon des bassins géographiques et économiques. Eh bien, l'argent n'est pas arrivé jusqu'à présent. Ils sont allés plus loin, Abou Khalfa, en parlant de bonne gouvernance, en créant. Ils ont imposé qu'il y ait d'une bonne gouvernance. C'est pour ça que l'Union africaine. Voilà, donc ils étaient obligés de créer le comité des sages qui faisait une tournée dans l'Afrique et qui faisait des rapports qui étaient donnés justement aux partenaires occidentaux. C'est ça qui était hallucinant. Alors, très rapidement, quelles opportunités offrent les évolutions actuelles pour les pays non alignés en termes de renforcement de leur position ou de leurs relations économiques et commerciales? Parce que c'est aussi une question éminemment économique, pas que politique. Mais je pense que le plus important, il est dans le groupe des 77 plus la Chine, maintenant qui englobe 134 ou 135 pays. Parce que là, effectivement, quand on parle des mécanismes de mise en œuvre de la coopération et de la solidarité Sud-Sud, mais aussi dans un certain nombre d'axes qui sont actuellement des défis stratégiques pour le monde entier et pour surtout les pays du Sud, notamment les questions de transition énergétique, développement durable, la lutte contre la pauvreté, la réduction du niveau d'endettement des pays du Sud. Vous savez que les pays du Sud, pas les pays du Sud, mais les pays en développement, ont payé en 2022 selon la Banque mondiale, 443 milliards de dollars de services de dette extérieure. Donc voilà, ça pèse encore beaucoup sur... Et qu'est-ce qui a créé justement ce mécanisme d'endettement, ou bien ce qu'on appelle la trappe de la dette, le piège de la dette, c'est cette architecture financière internationale. Donc dans le groupe 77 plus la Chine, maintenant, il y a des nouveaux axes stratégiques qui sont définis dans la coopération, mais aussi avec la mise en place des fonds. La Chine a mis déjà des milliards de dollars de fonds pour soutenir ce genre de programme. L'Algérie l'a proposé également un fonds pour l'Afrique. Donc tout ça, parce que même le secrétaire général des Nations Unies, quand il a assisté à la réunion des BRICS, et maintenant dans cette réunion aussi, effectivement, qu'est-ce qu'il dit Guterres? Il dit que ce n'est pas les pays bénéficiaires de cette gouvernance mondiale qui sont susceptibles
de mener des réformes de ce système. Donc, le blocage vient d'eux. Donc il dit indirectement, il faut que ce soit les pays du Sud. Voilà, des pays du Sud. Qui proposent des alternatives. Oui, il dit clairement dans son discours, dans cette réunion, que le climat d'impunité mondiale, il parle d'un climat d'impunité mondiale, c'est-à-dire il parle d'une impasse mondiale et des ruptures qui sont dangereuses pour le monde entier. Et là, justement, il demande, comme il l'a demandé lors de la réunion des BRICS, il a demandé de préciser les mécanismes d'un monde multipolaire. Parce que le problème, il est là, sur le plan opérationnel d'abord, et sur le plan, c'est-à-dire de l'alternative fonctionnelle d'un système multipolaire qui va garantir la solidarité, qui va garantir un développement commun de tous les pays du monde et qui va garantir la paix. Mais le problème, nous sommes toujours dans les contradictions aussi. Et nous sommes aussi dans l'absence de moyens. Parce que la politique est bonne, là, ce qu'on revendique dans tous ces regroupements, c'est l'idéal, en fait. Mais comment la mise en œuvre de ce multipolarisme, la mise en œuvre aussi de cette coopération gagnant-gagnant entre les pays du Sud surtout, puisqu'on parle davantage des pays du Sud, c'est le terrain qui pose problème. Et c'est justement là, l'Algérie, dans ses discours, c'est des discours de référence parce que ça nous interpelle sur les causes fondamentales de cette inertie, ou bien disons, c'est-à-dire de ce retard de mise en œuvre des solutions, c'est la question de souveraineté des pays. Et là, on pose la souveraineté, qu'elle soit politique ou économique. Donc, il faut que la souveraineté économique, il faut que la décision politique revienne à ces pays aussi. Donc, s'il reste plusieurs, donc des groupes de sous-traitants, de plusieurs blocs, donc on est toujours dans c'est-à-dire cette hégémonie américaine. Je vais gratter encore une minute, si la régie me le permet. Comment doit se positionner aujourd'hui l'Algérie, toujours dans cette privilégier l'intérêt national, comme le font aussi les autres pays Tout à fait. Donc aujourd'hui, oui, puisque vous avez parlé de souveraineté, donc si on veut aller vers la souveraineté, il est impératif justement de faire en sorte à ce que l'intérêt national prime. Ce n'est pas, mais il faut avoir une vision, et cette vision-là doit avoir des compétences. Et quand on dit compétences, on dit aussi les moyens de faire en sorte à ce que demain on arrive à faire en sorte à ce que privilégier l'intérêt national. Ceci dit, ça ne veut pas dire que composer avec le diable. Donc, il y a des pays où on ne peut pas, donc forcément. Donc, mais là où il y a des intérêts, je peux être d'accord avec les Russes sur une question, comme je peux être d'accord avec la Chine dans une autre question, et en désaccord avec eux. Il n'y a pas un monde où on peut être ami avec tout le monde. On peut être ami avec tout le monde. On peut être d'abord ami avec son propre peuple, ça veut dire sa propre vision, pour pouvoir demain choisir avec qui composer, soit avec des BRICS, soit avec des blocs autres, soit avec des États, mais toujours l'intérêt national. C'est pour ça que j'ai dit que la question de l'Inde est très très intéressante à observer. Il faudrait étudier. Oui. Non, c'est-à-dire il n'y a pas de dogmatisme dans les relations internationales. Voilà, les dogmes, il faut les oublier. Mais il y a du pragmatisme, il y a aussi des questions de principe. Là, c'est des questions qui sont défendues par l'Algérie, par exemple l'indépendance du peuple sahraoui et du peuple palestinien. Qui a été encore une fois rappelé lors de ces sommets. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat. On aurait pu encore parler longtemps de tout ce qui se passe à l'échelle mondiale. Merci à vous, monsieur Majid Nahmad, d'avoir été en direct également avec nous. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à mercredi prochain, Inch'Allah.